Salut tout le monde, ici Ryuda. Et non, je suis pas mort. Comme certains fidèles de la chaîne le savent, j'ai été débordé par le travail. Je suis en pleine période de stage, un petit moment, et ça me laisse aucun temps pour YouTube. Heureusement pour moi, le manga Boruto a pris une très longue pause, ce qui fait que je n'ai techniquement pas pris de retard et que je n'avais pas 1000 vidéos à rattraper. Je profite du seul mois de repos que j'ai pour faire cette vidéo et plein d'autres, enfin j'espère que j'y arriverai, pour pouvoir les poster même lorsque je serai débordé. Quant aux previews qui nécessitent de faire des vidéos d'actualité, je sais pas encore comment ça va se passer. J'aimerais bien trouver un monteur, mais YouTube ne me rapporte plus rien. Et bien que certains d'entre vous se soient bénévolement proposés, je refuse de donner une telle tâche à un inconnu sans pouvoir lui verser un salaire. Donc pour la suite des previews, c'est flou. Par contre, les vidéos Boruto vont exploser. Ça fait 2 ans que j'écris des théories compactées en un format de 5 minutes maximum. Je les posterai donc sur cette chaîne, en YouTube Shorts, mais aussi peut-être que j'ouvrirai un compte TikTok. A vous de me dire si vous serez de la partie. Assez parlé du futur, concentrons-nous sur la vidéo d'aujourd'hui qui consistera à prévoir le futur. Pour les nouveaux arrivants, on va analyser dans les moindres détails les derniers chapitres pour essayer de prédire au mieux ce qui va se passer par la suite, un peu comme la météo. Et étant donné que 3 chapitres ont été publiés en mon absence, ça va faire 3 chapitres analysés dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vous redirige vers le résumé. Il dure moins de 5 minutes chacun et je m'efforce de les faire le plus divertissants possible. Donc je vous invite à cliquer en haut à droite avant de continuer cette vidéo au risque de n'y rien comprendre. Histoire de rendre cette vidéo la plus digeste possible, celle-ci sera divisée en 3 axes majeurs communs à ces 3 chapitres. Suite à quoi, nous pourrons faire nos prévisions pour le chapitre 81. Sans plus tarder, commençons par l'analyse. Kawaki est sans nul doute la pierre angulaire de ces derniers chapitres. Nous comprenons enfin le parcours qu'il a entrepris pour passer du garçon qui découvrait l'amour d'une famille à celui qui cherchera à massacrer la sienne. Cependant, contrairement à ce qu'on pouvait penser, il n'en tire aucun plaisir. Torturé entre sa détermination obsessionnelle de protéger son père et le fardeau qu'implique de devoir tuer celui qu'il appelle encore son frère, je trouve le personnage de Kawaki très intéressant. À vrai dire, je l'appréciais déjà dès les tout débuts, mais je craignais la tournure qu'elle allait prendre, ou plutôt la justification qui allait le pousser à prendre cette tournure. Beaucoup parlaient de manipulation par un Otsutsuki ou de simples malentendus sur un crime que n'aurait pas commis Boruto. Heureusement, la raison est tout autre. Kawaki a conscience d'avoir le mauvais rôle, d'être le méchant de l'histoire, mais c'est justement parce qu'il a conscience des tenants et des aboutissants qu'il assume la nécessité de son rôle d'antagoniste. Le combat qui opposera la fraternité sera donc idéologique, et cette idéologie qu'il défendra a été bien détaillée. Kawaki ne peut pas supporter le deuil. Lui qui n'avait rien serait prêt à tout pour protéger le peu qu'il vient d'obtenir. À première vue, une philosophie bienveillante, elle est surtout le résultat du bourrage de crâne qu'il a subi par Jigen. On l'a vu, malgré sa haine de l'ancien chef de Kara, le jeune garçon finit petit à petit par appliquer les leçons que celui-ci lui avait enseignées. La recherche du pouvoir et de la domination absolue, à travers le Kama qu'il détestait pourtant jusqu'alors, l'entraînement par combat réel sanglant qu'il avait pourtant traumatisé, et surtout, l'idée qu'il n'est qu'un bon à rien, destiné à perdre le peu de bons qu'il a accumulé, à l'image du vase fissuré dont il n'a jamais retrouvé le morceau manquant. C'est parce que Kawaki pense que perdre Naruto donnerait raison à Jigen qu'il va ironiquement devenir réellement responsable de la chute du 7ème. Kawaki a en fait scellé le couple qu'il a adopté dans la dimension d'Ishiki, dans laquelle le temps s'arrête. D'ailleurs, ça me semble vraiment tiré par les cheveux que cette technique marche sur les êtres vivants. Bien que ça n'ait jamais été précisé, le fait que Ishiki n'ait jamais tenté de l'utiliser sur nos héros pendant son combat final laissait penser que le Daikokuten ne marchait que sur les objets. Ne pas l'avoir utilisé sur Naruto à l'époque semble dès lors incohérent. Comme je le défends depuis le début, je suis convaincu que Naruto était censé mourir lors de cette bataille, mais le remplacement précipité de l'auteur par Kishimoto est venu trahir ce changement de direction. Par conséquent, des virages scénaristiques ont dû être empruntés, ce qui a mené à des changements de dernière minute, comme le fait que le Daikokuten s'applique finalement aussi sur le domaine du vivant selon moi. Me dérange également le fait que Naruto et Hinata soient représentés endormis, alors qu'il aurait été plus logique qu'ils soient dans la même position où ils étaient au moment du scellement, mais ça à la limite c'est sûrement plutôt une image illustrant le fait qu'ils ne soient plus animés. Ainsi, en cherchant à empêcher que Naruto ne meure, Kawaki l'a paradoxalement empêché de vivre. J'aime beaucoup cet oxymore dans la philosophie de Kawaki. Dans Naruto, les intentions des antagonistes sont rarement malveillantes, et Kawaki ne déroge pas à la règle. Mais comme toujours, à l'instar de son paternel, Boruto lui opposera sa vision et le ramènera, on l'espère, sur le droit chemin. Justement, on note que Kawaki tente dans un premier temps de le sceller aussi dans Daikokuten, ce qui est chose impossible avec sa faculté d'absorption. Encore une preuve que Kawaki n'aimerait tuer son frère qu'en dernier recours. On pourrait se dire que la phrase qu'il prononcera dans le futur, « tu vas rejoindre le 7ème », prend tout son sens. Kawaki a scellé Naruto et cherche désormais à sceller son fils avec. Sauf que, comme ça n'a pas marché et qu'il compte ne plus tenter de le sceller mais de le tuer pour de bon, la phrase de Kawaki devient incohérente. Encore une fois, la preuve que Naruto était censé être mort à ce stade de l'histoire selon moi.
Cependant, il sera brièvement immobilisé. On apprend que obstruer le Kama l'empêche d'absorber les techniques, ce qui fait sens. Par contre, l'emprise des ombres de Shikamaru l'empêche de se rapetisser, ce qui n'est pas forcément logique. La preuve, si Moshiki a été capable d'absorber ces ombres à 2 reprises, c'est bien qu'il est possible d'utiliser des techniques sans bouger. Je pense que l'auteur n'avait pas trouvé d'autre moyen de l'immobiliser. Je pardonne cette petite incohérence parce qu'elle nous offre cette planche super badass avec Sasuke qui n'hésiterait pas à l'éliminer s'il résistait. Malheureusement, il parviendra tout de même à s'échapper et sera traqué jusqu'à la tombée de la nuit par Tukonoha en attendant qu'il reprenne sa taille normale une fois son chakra épuisé. Petit rappel de la devise d'Itachi qui expliquait que toute technique aussi puissante soit-elle possède ses faiblesses. Ça fait du bien quand Shikamaru utilise ses méninges. Cependant, Eda le rejoindra et utilisera une technique qui lui permettra de réaliser son rêve le plus enfoui. On y reviendra plus tard, mais retenez simplement que la planète tout entière confond désormais Boruto et Kawaki. Dorénavant, celui qu'il traque, pensant qu'il a trahi le village, est Boruto, tandis que celui qu'il protège, pensant qu'il s'agit de l'enfant biologique du Hokage, est Kawaki. Son souhait d'échanger d'identité avec son frère est d'abord justifié par sa culpabilité. L'idée de devoir tuer Boruto le révulse. S'il avait pu, il aurait préféré que les rôles soient inversés. Paf! Soit exaucé? Pas vraiment. Parce que même si l'humanité les confond, Boruto reste malgré tout la menace à éliminer. La seule chose que ça a changé, c'est que, désormais, tout le monde l'aidera. Comme je vous l'ai dit plus tôt, ce qui a été rendu réel est un rêve inconscient. On comprend qu'au fond de lui, sans forcément le concevoir, Kawaki était jaloux de la vie de Boruto. Mais plutôt qu'essayer de ramener les choses à la normale, Kawaki embrasse cette nouvelle vie et se montre violent envers Eda pour qu'elle ne trahisse pas la supercherie. Cet extrait vous aura peut-être aussi beaucoup fait penser à Berserk. Attention, spoiler pour l'éclipse. Griffiths, qui avait aussi tout perdu et qui était jaloux de son frère d'armes, s'est vu offrir une proposition, obtenir son rêve à condition de condamner à mort ses proches et notamment Guts dont il était jaloux. Plutôt que refuser, faire le deuil de sa situation et aller de l'avant avec ceux qu'il aime, il a accepté le sacrifice, condamnant ses compagnons pour une restauration artificielle puisqu'il n'est même plus humain. De même, Kawaki se voit proposer un dilemme similaire. De même, Kawaki acceptera la restauration artificielle, se faisant faussement passer pour quelqu'un qui n'est pas, condamnant ses proches, puisqu'en plus de la chasse dont Boruto est la cible, ses parents ne sont pas prêts de sortir du Daikokuten non plus si Kawaki se plaît dans sa nouvelle vie. Son objectif reste malgré tout inchangé, tuer son frère. Objectif que partage Code qui lui aussi a été atteint par la technique d'Eda et qui confond désormais les deux garçons. Ainsi, une alliance inattendue entre ces deux personnages semble inévitable. Beaucoup me diront que c'est impossible, mais d'une part, c'est pas la première fois qu'ils se seront alliés. Rappelez-vous que Momoshiki a rejoint Code le temps d'un combat. Certes, il s'agissait de Boruto, mais maintenant dans la tête de Code, Kawaki c'est Boruto. Donc Code aurait tout à gagner à réitérer son alliance, même s'il ignore qu'il ne s'agit pas de la bonne personne. De l'autre, on l'a vu depuis tout à l'heure, Kawaki est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Bien qu'il compte le tuer aussi par la suite, s'allier à son ancien compagnon de Kara ne serait pas invraisemblable. Et surtout, mon argument principal, c'est que l'auteur le sous-entend très clairement à travers sa mise en page. Mettre ces deux personnages dans la même page, côte à côte, au même niveau, dire à haute voix leur objectif commun est clairement un indice, que dis-je, une annonce de leur future alliance. A l'inverse de Kawaki, je n'ai jamais trop apprécié Eda et Daemon, particulièrement depuis quelques chapitres où la jeune fille se montrait désagréable, voire menaçante à l'égard de Boruto, lui préférant un Kawaki incontrôlable. Alors que la situation commençait tout juste à dégénérer, elle se montrait très superficielle et profitait de son charme et de la protection de son cadet pour faire du shopping. Mais contre toute attente, son chevalier protecteur n'est peut-être pas si invincible qu'on croit. Au moment où il se plaignait qu'aucun shinobi du village ne pouvait rivaliser avec lui, il sera attiré par une aura singulière. Il s'agit d'Imawari. Bien qu'il se soit rendu compte que tout compte fait, elle n'a pas l'air si forte qu'il le pensait, une question le taraude. D'où venait cette puissance qui émanait d'elle? Je vois deux possibilités. Soit Imawari cache bien un pouvoir titanesque. Après tout, la naissance de Boruto semble avoir un lien avec la mort de la fille d'Amado. Et si la naissance de sa petite sœur nous cachait elle aussi des secrets? Peut-être que le choc de la disparition de ses parents ou l'entraînement shinobi qu'elle comptait entreprendre lui permettront de les révéler. D'ailleurs, je trouve ça dommage qu'elle ait toujours pas le design conçu par Ikemoto pour l'anime. Ça signifie sûrement qu'elle n'a toujours pas commencé sa formation à ce stade du manga. Soit, ce n'est pas elle qui est forte, mais Daemon qui est faible face à elle. Étant donné que son crush pour Imawari est une évidence, peut-être qu'elle lui semblait invincible uniquement parce que l'amour rend aveugle. En parlant d'amour, on comprend enfin comment fonctionnent les Senrigan. On sait que Eda a obtenu ses dojutsu suite à l'implant de l'ADN de Shiba Yutsusuki, qui lui a permis d'éveiller plusieurs de ses capacités. Cependant, Momoshiki, qui ne connaissait aucun shinjutsu capable de rendre amoureux, a fini par comprendre la nature de son pouvoir, qui n'est en fait qu'une extension des capacités du Senrigan. Capable de projeter sa conscience partout, sur Terre, dans d'autres dimensions et même dans le passé, il est presque certain que les yeux d'Eda lui permettent de lire les données d'une planète.
On sait que tout astre abritant la vie stocke du chakra qui contient un historique de tout ce qui vit et a vécu sur celui-ci. En déchiffrant ces données, elle devient capable d'observer tout ce qui se passe ou s'est passé sur Terre, voire même d'observer certaines dimensions du moment qu'un humain s'y trouve, puisque même si un individu n'est que de passage sur une planète, ces données y sont liées pour le reste de sa vie, même s'il va dans une autre dimension. Et dernièrement, on comprend qu'en plus de pouvoir lire les données, elle est aussi capable de les altérer avec le Shinjutsu de l'omnipotence. En essayant d'aider Kawaki, elle a involontairement altéré les données de la Terre en modifiant les souvenirs de l'humanité, même code qui est dans la dimension de la stèle. Et c'est ce qui est aussi à l'origine de son pouvoir de charme. Elle, qui souhaitait sûrement inconsciemment être aimée, a activé l'omnipotence modifiant les désirs des humains, désormais convaincus d'être sous son charme. Finalement, ce n'est pas Amado le coupable, mais Eda elle-même qui est à l'origine de son fardeau. Sauf qu'il existe des exceptions, des gens immunisés à son pouvoir. On compte déjà les Otsutsuki, j'imagine que leurs données sont trop denses ou elles sont cryptées, les rendant imperturbables. On compte aussi Sumire et Sarada. Comment ça se fait ? À l'époque, je pensais que c'était à cause de leur crush pour Boruto. Si Otsutsuki ne tombe pas amoureux de Eda, peut-être qu'être amoureux d'un Otsutsuki permet de devenir soi-même immunisé. Surtout que l'auteur semblait appuyer cette piste. Rappelez-vous, quand les filles ont compris leur immunité, Eda demande à Sarada pile à ce moment-là ce qu'elle pense de Boruto. Quelle coïncidence. Sauf que ça, c'était avant qu'on comprenne le véritable fonctionnement de son pouvoir. En réalité, Sarada et Sumire n'ont pas juste échappé à une attirance amoureuse, elles ont en fait échappé à la modification d'une mise à jour planétaire des données qui composent le subconscient des humains. Tout de suite, les enjeux sont plus du tout les mêmes. Malgré tout, l'explication que je donnais plus tôt, comme quoi c'est leur amour pour Boruto qu'elles a immunisé, marche toujours. Si ce sont seulement les données qui codent leur attirance, le fait d'être attiré par Otsutsuki expliquerait qu'elles ont été épargnées. Par contre, comment ça se fait qu'elles soient restées immunisées lors de la deuxième omnipotence ? Les données qui ont été modifiées cette fois-ci sont leurs souvenirs, l'amour pour Boruto ne devrait pas avoir d'impact. La seule explication que je trouve, c'est que le fait d'avoir échappé une fois à l'omnipotence leur a créé comme un bug qui rend Sarada et Sumire immunisés à vie. Certains penseront que l'explication vient d'ailleurs, Sumire a un lien avec les Otsutsuki grâce à ses invocations, et Sarada est une descendante de Kaguya après tout. Certes, mais d'une part, les invocations de Sumire sont totalement absentes du manga, de l'autre, les ancêtres de Sarada n'ont pas empêché Sasuke d'être touché, même Code qui a reçu une greffe récente de l'ADN de Shibai n'a pas suffi à l'épargner. Comme Sarada et Sumire n'ont aucun lien de parenté avec Eda non plus, leur amour pour Boruto me semble être l'explication la plus sensée pour justifier leur immunité. De toute manière, le charme sera annulé pour tous le jour où Eda mourra. C'est ce que nous a confirmé Amado au chapitre 69. Sauf que Momoshiki nous explique en même temps qu'une fois que l'omnipotence a eu lieu, même la mort du responsable ne permet pas de l'annuler. Or, le charme d'Eda est le fruit d'une omnipotence, du coup, incohérence ? Pas forcément. Certes, aucune raison pour que les données de la Terre redeviennent ce qu'elles étaient après la mort d'Eda. Dans le cas de Boruto, c'est foutu. Personne ne se souviendra de lui à part Sarada, Sumire et ses parents préservés par le Daikokuten. Par contre, pour le cas d'Eda, il y a de l'espoir. Parce que ce en quoi consiste son omnipotence, c'est en fait de rendre quiconque incapable de la blesser. Vous aurez beau lutter, votre subconscient vous en empêchera. Maux de tête, anxiété intense ou autres sont des symptômes récurrents qui s'aggraveront plus vos intentions à son égard seront malveillantes. Du coup, le jour où elle mourra, vu qu'on ne pourra techniquement plus la blesser, aucune raison d'avoir ces symptômes. Donc Amado n'avait pas dit des bêtises puisque tuer Eda semble être un bon moyen pour lever son emprise. Celui qui en sera capable sera sûrement Code, qui a promis de la tuer une fois devenu Otsutsuki. S'il venait à se greffer ses yeux, il pourrait totalement maîtriser l'omnipotence et manipuler la réalité elle-même. Dites-moi en commentaire si vous voyez aussi Code en boss final ou si je fais fausse piste. Mais avant lui, ce pouvoir a déjà été utilisé par un Otsutsuki sur Terre, comme le confirme Momoshiki. De plus, le fait qu'il y ait 3 logos du Sharingan sous-entend qu'il y a eu une autre utilisation de ce pouvoir avant les deux qu'a déclenché Eda. Sûrement que la naissance de la Terre a été provoquée par cette première omnipotence, comme la traduction française le laisse penser. C'est d'ailleurs une hypothèse que j'avais émise il y a un moment. Si les Otsutsuki se nourrissent de planètes, il est logique qu'ils supervisent la naissance de ces astres pour s'assurer d'avoir de quoi manger, une sorte de bétail galactique. Bien que ce soit plausible, Momoshiki ne fait sûrement pas allusion à ça. Il parlait plus spécifiquement de modification de la mémoire de l'humanité. Soit il fait référence à l'humanité au sens universel, il y a sûrement d'autres humains dans d'autres dimensions, il pourrait s'agir d'eux, soit Momoshiki parle bien de la Terre. Dans ce cas-là, quel souvenir a été altéré ? Pensez-vous que Kishimoto aura le cran de prendre un événement officiel de Naruto et nous révéler qu'il n'a finalement jamais eu lieu ? Selon vous, quel serait ce passage ? Je pense que s'il fait un truc du genre, ce serait pour modifier des événements d'il y a 1000 ans, en lien avec l'arrivée d'Ishiki et Kaguya par exemple. Mais on a suffisamment parlé des Sharingan, rappelez-vous,
Au début de ce passage, je vous ai dit que j'avais aucune empathie pour le personnage d'Eda, particulièrement depuis les derniers chapitres. Eh bien, mon avis sur elle a totalement changé, car après la fuite de Boruto, elle est venue le voir pour s'excuser. Non seulement elle a provoqué ce changement accidentellement, mais surtout, cette situation lui a révélé la lâcheté dont faisait preuve Kawaki. Et à l'opposé, quand elle voit Boruto motivé, je trouve ça marrant qu'elle lui demande si elle a bien 12 ans, puisque c'était le jeune âge du garçon qui l'empêchait de sortir avec. Mais maintenant qu'elle se rend compte à quel point il est mature, elle essaie de se convaincre qu'il est plus âgé pour sûrement en faire son prince charmant. En bref, elle a enfin capté qui était le vrai héros de l'histoire. Beaucoup critiquaient le personnage à ses débuts, et bien qu'il ait su faire ses preuves depuis très longtemps, sa dernière apparition a vraiment élevé Boruto au rang de GOAT ultime. Mais revenons un peu en arrière. Nous avions découvert des fragments de la vision de Momoshiki dans laquelle nous pouvions voir à la première personne un futur très proche dans lequel tous les ninjas de Konoha étaient à la recherche d'un individu. Parmi eux, les amis de Boruto qui sont prêts à en découdre avec leur interlocuteur. Comme c'est une vision de Momoshiki, il était logique de se dire que ce qu'avait vu Boruto, c'est ce qu'il verra de ses propres yeux dans le futur, et donc que tous ses amis chercheront très prochainement à le tuer. Chose que Momoshiki avait annoncé à son réceptacle depuis le début du manga, sauf qu'à ce stade de l'histoire, tout le monde aime Boruto. Au contraire, c'est Kawaki qui commence à en faire des siennes. Je n'arrivais pas à comprendre que pourrait bien faire Boruto pour se mettre tous ses compagnons à dos en un si court laps de temps. Et j'ai commencé à avoir peur que la mise en scène de la vision, du fait qu'on était du point de vue de celui qui était recherché, n'était qu'un leurre pour nous faire croire qu'une tragédie allait arriver à Boruto pour finalement expliquer que non, c'était Kawaki. Ça aurait été juste là pour gonfler du suspense artificiellement. Vous n'avez pas idée à quel point j'étais soulagé que ce n'était pas le cas, parce que ce soir-là va véritablement signer la descente aux enfers de notre protagoniste. Tout d'abord, la cicatrice à son œil. Pour ma part, j'étais d'abord déçu. On savait depuis Flash Forward que Boruto aurait une coupure au niveau de son Byakugan. C'était forcément que quelqu'un essaierait de le lui crever. Mais en fait, c'était presque accidentel. Kaoki allait abattre Sarada et c'est en la protégeant que le jeune garçon s'est fait toucher à sa place. Le fait qu'on attendait cette cicatrice depuis des années, qu'on avait 1000 théories sur les circonstances dans lesquelles elle pourrait être infligée, pour qu'au final ce soit presque « Oups, j'ai glissé », j'avais la sensation d'être devant Captain Marvel quand on découvre que celui qui a trahi Nick Fury pour lui faire cette cicatrice, c'était juste un chat à la con. Mais avec du recul, je trouve ça plutôt malin. Parce qu'à l'époque, on pensait que ça se limitait à ça, une cicatrice, que l'œil de Boruto était intact puisqu'il ouvre son Byakugan dans la foulée. C'est Saikyo Devin, si je dis pas de bêtises, qui essaie d'expliquer que comme l'œil est un peu en retrait par rapport aux sourcils et aux joues, Boruto pourrait avoir la cicatrice sans se faire crever l'œil. Non, Boruto est officiellement borgne, mais comme on a vu Ishiki ressusciter à travers le corps calciné de Jigen, on comprend désormais que Momoshiki peut manifester des parties de son corps intactes, même si celles de son réceptacle sont endommagées. C'est en ça que je trouve pertinent le fait que Boruto se fasse trancher l'œil normal et pas directement le Byakugan. Comme l'œil fermé de Boruto est synonyme du fait qu'il n'est plus en contrôle de son corps, avoir un œil fermé à tout jamais signe une avancée sans précédent pour Momoshiki dans sa quête de contrôle sur son réceptacle. Néanmoins, même si j'approuve l'idée de lui crever l'œil humain, il aurait été préférable que ce ne soit pas juste une coïncidence. Rappelez-vous quand Kawaki avait proposé à Boruto de lui couper le bras pour cesser la propagation du Kama. Je pense que ça aurait été plus satisfaisant si Kawaki, dans cette même logique, aurait tenté de crever l'œil de Boruto pour toucher celui de Momoshiki. Mais à l'image de quand il veut protéger la vie de Naruto et l'empêche ironiquement de vivre, Kawaki, en voulant arrêter Momoshiki, n'aurait fait que l'avantager. Justement, c'est Momoshiki qui a absorbé l'emprise des ombres pour permettre à Kawaki de s'échapper. Rappelez-vous que son objectif reste de dévorer un fruit du chakra, et pour ça il a besoin de Kawaki vivant. C'est alors que la traque commence et que l'omnipotence opère. Mitsuki, qui avait manifesté sa loyauté envers son meilleur ami, se retrouve soudainement à vouloir l'éliminer avec son mode ermite. Les prédictions de Momoshiki s'avèrent si précises qu'il est capable de prédire les attaques à la manière d'un katakuri avec son haki de l'observation. S'ensuit un élément très controversé, le Mangekyo Sharingan de Sarada. C'était prévisible qu'il arrive. Selon moi, il aurait dû se manifester à la mort de Naruto après sa victoire contre Ishiki. Mais là, c'est certes à l'annonce de la mort de Naruto. En effet, je ne fais que dire depuis tout à l'heure qu'il n'est plus véritablement vivant dans cet état, mais je trouve que ça reste une grosse facilité scénaristique pour obtenir un tel power-up. Cependant, ce n'est pas la seule chose à l'origine de son nouveau dojutsu. Ce n'est que lorsqu'elle comprend que Boruto doit porter la responsabilité des actes de Kawaki qu'elle demande à son père de lui promettre de le protéger. Pour le coup, il n'y a même pas de mort, enfin, une mort symbolique, puisque l'identité de Boruto n'est plus. J'aime bien l'idée que c'est ce qui active son Mangekyo. Les Uchiha activent généralement leur Sharingan suite à un traumatisme, un surplus d'émotions négatives. Elle l'a éveillé avec un surplus d'euphorie, à l'idée de revoir son père. Les Uchiha activent généralement leur Mangekyo suite à la perte d'un proche. Elle l'éveille en parvenant à le sauver.
Sachant que la bataille entre Naruto et Sasuke était censée mettre fin au cycle de la haine, il est d'autant plus pertinent que la descendance du clan ne soit plus soumise à un destin motivé par la haine, mais bien par l'amour. Donc malgré ce qui est dit et le fait que je pense que ce n'était pas leur plan originel, j'aime beaucoup la raison pour laquelle Sarada a activé le Mangekyo. Histoire de se pencher sur le design, pas de grande surprise, il s'agit du motif qu'avait déjà dessiné Kishimoto avant même l'apparition du manga. On peut y voir un soleil, ce qui fait écho à sa personnalité rayonnante. Ce que j'ai personnellement vu, c'est un motif opposé à celui du Darmagan, avec exactement le même nombre de triangles autour de la pupille, mais cette fois dans la direction opposée. De même, là où l'iris d'Ishiki est sombre avec des triangles clairs, les couleurs sont là aussi inversées. Peut-être un symbole de la philosophie Otsutsuki qui s'accapare tout ce qui appartient aux autres, à travers ses flèches qui pointent vers le centre, qui s'oppose à celle du Hokage que se devenir Sarada, et qui cherche au contraire le partage à travers ses flèches qui pointent vers les autres. Cependant, elle n'aura pas de Mangekyo Sharingan éternel, qui empêche la dégradation de la vue car cela nécessite la greffe de ceux d'un proche. Le seul candidat c'est Sasuke, sauf qu'il n'en a plus qu'un et qu'il s'agit de celui de son frère en plus. Donc, à moins de ne pas subir d'effets secondaires ou de les limiter avec le Byakugo no In, par exemple, Sarada n'aura pas de MS. A vous de me dire ce que vous pensez de son power-up et quel nouveau pouvoir elle a bien pu obtenir. On a vu Mitsuki en mode ermite, Sarada avec son Mangekyo, ne manque plus que Boruto. Aura-t-il un jour cette forme dessinée aux côtés de ses compagnons ? A priori non, vu qu'il n'a même pas la cicatrice et donc que le scénario a changé depuis que ce design a été fait. Et surtout que Kurama est mort, mais contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas de la forme Kurama. Certes, ça y ressemble pas mal, mais de 1, on a déjà vu des personnages comme Toneri, avec le Tensegan ou Madara en forme Jinchuriki, qui avaient un design similaire avec des vêtements faits d'énergie. Mais surtout, dans cette illustration, Boruto a des Byakugan. Rien n'empêche qu'il ait une forme Kurama et qu'il active un Byakugan en plus, mais quand on accumule plusieurs pupilles, celles-ci fusionnent. Or, le Byakugan dans cette illustration reste pur. L'option la plus probable est que ce chakra s'avère être celui de Momoshiki, d'où les Byakugan. Tout laisse à penser que Boruto pourrait un jour maîtriser le démon en lui et exploiter son pouvoir, à l'image de son paternel avec son Bijou à l'époque. L'entraînement avec Sasuke pourrait bien être la clé de ce power-up. En effet, son maître viendra le sauver des griffes de ses amis pour l'aider à s'enfuir de Konoha, bien qu'il pense au même titre que tous les autres que c'est lui qui s'en est pris à Naruto. La raison pour laquelle il l'a malgré tout aidé, c'est grâce à la requête de sa fille. Il se rend bien compte que quelque chose cloche. Boruto, qu'il pense être Kawaki, porte son bandeau et réceptacle de Momoshiki, etc. Mais comme son subconscient empêchait quiconque de blesser Eda, là encore, son subconscient l'empêche de réfléchir aux incohérences créées par cette deuxième omnipotence. Mais s'il le protège malgré sa logique défaillante, c'est principalement parce que sa fille le lui a demandé. Et je trouve ça super beau. Parce que dans sa tête, encore une fois, Sasuke ne s'adresse pas à Boruto, mais bien à Kawaki. Bien qu'il n'aurait pas hésité à l'exécuter il y a encore quelques heures, il est désormais voué à le protéger parce qu'il a placé une confiance aveugle en son enfant. Sûrement que voir son Mangekyo a dû lui rappeler la peine que lui a traversée en éveillant le sien. Avec son maître à ses côtés et Eda qui promet de ne pas partager leur localisation, Boruto se montre plus déterminé que jamais, ce qui a tendance à énerver l'Otsutsuki qui attendait cet instant précis pour prendre le contrôle de son corps alors qu'il tombe en dépression. Le fait qu'il perde son sang-froid et qu'il dit ne pas aimer la tournure que prennent les choses me laisse penser que Boruto pourrait bien changer le destin qui lui avait été imposé. Là où Kawaki était similaire à Griffiths, Boruto est comparable à Guts. Tous deux victimes du destin leur faisant perdre leurs proches, ils se lancent dans une quête pour la liberté, animée par l'amour. J'aime voir à quel point Boruto est bienveillant à l'égard de son frère, malgré ce qu'il lui a fait subir. Il comprend qu'au début du manga, il était un pourri gâté. Certes, il souffrait de l'absence de son père, mais plutôt que de lui prouver sa valeur, il se cachait derrière un comportement turbulent pour se faire remarquer, ou trichait à l'examen pour se vanter d'exploits qui n'étaient pas les siens. Heureusement, il a su se rattraper et prouver de quoi il était capable. Et c'est toute la thématique du manga. Boruto commence dans l'ombre de son père. Pour les villageois comme pour les lecteurs, c'est le fils de Naruto, rien de plus. On ne le considère pas en tant que tel. Mais il parviendra à affirmer son identité, non pas en écrasant son père, mais au contraire, en s'imprégnant du bon qu'il a à apprendre de lui, pour devenir une meilleure version de lui-même. Rebelote avec Momoshiki qui menace d'éradiquer son identité, et rebelote encore avec Kawaki qui s'approprie son identité. Mais comme toujours, Boruto sait qui il est. Pas la peine d'un pouvoir magique pour tout ramener à la normale. Il est désormais au même stade qu'était son père à son âge. Malgré la haine du village, Naruto est parvenu à devenir le Hokage. Malgré les mensonges qui ont été répandus, Boruto prouvera qu'il est Boruto Uzumaki. C'était une longue analyse, mais nécessaire pour comprendre les enjeux et les personnages afin de faire des prévisions de qualité. Sans plus attendre, je vous propose de passer aux théories pour le chapitre 81 de Boruto.
Toutes les pièces sont mises en place pour que le chapitre 81 signe l'ellipse et qu'on y retrouve un Boruto adolescent. Le fait qu'il parte en entraînement hors du village avec Sasuke pour une durée indéterminée, la pause de 3 mois pour créer de l'attente et une préparation nécessaire à un changement d'époque, et bien sûr Ikemoto qui nous révèle les designs officiels post-ellipse de Boruto et Kawaki. A vrai dire, le dernier volume le confirme puisqu'il signe la fin de la partie 1. Néanmoins, Sasuke va mourir avant. Il y a plein d'indices, mais je vais vous énumérer les principaux, qui sont tout de même nombreux. Tout d'abord, il disait lui-même être le prochain à montrer sa résolution, en d'autres termes, se sacrifier pour le village. Ensuite, la vision de Momoshiki ne s'est pas encore entièrement produite. On a bien vu tous les passages de la vision se dérouler dans le même ordre chronologique, avec les soldats en patrouille, Sarada qui trouve Boruto, Mitsuki en mode ermite, l'équipe Inoshikacho prêt à en découdre, mais il manque la dernière image, celle où Kawaki a du sang sur la joue. Je pensais d'abord qu'il s'agissait de la coupure à l'œil, mais déjà ça ne correspond pas à la chronologie de la vision, et si on regarde de plus près, aucune trace de sang. Et c'est pas juste un oubli, son bras n'est même pas en forme de lame. Et comme Kawaki est encore enfant, c'est que cette vision va se produire avant l'ellipse. Par ailleurs, Code attendait que Kawaki ne soit plus sous la protection d'Eda pour l'attaquer. Maintenant qu'il le confond avec Boruto et que celui-ci est hors du village, c'est l'occasion rêvée pour le surprendre. Enfin, Boruto portera ses vêtements. Qu'il lui lègue son bandeau et son épée à la limite, mais lui donner en plus sa cape prouve définitivement que Sasuke ne sera plus là pour la porter. Sans compter l'alliance entre Kawaki et Code qui a été teasée, tout indique que ces deux-là attaqueront Boruto et que Sasuke mourra en le protégeant. Si Code était au courant que Eda était au village, c'est qu'il a un moyen de se renseigner sur ce qui se passe sur Terre. Ça ne devrait pas être un problème pour lui de retrouver Boruto. Quant à Kawaki, il s'est montré méfiant quand Eda est secrètement parti à la rencontre de Boruto. On pourrait imaginer un scénario où il s'est rapetissé et l'a suivi. Et même s'il sait que Eda l'a trahi, il ne peut pas la tuer puisque Daemon la protège. De même, si Code débarque, il a promis de ne pas attaquer Eda et Daemon tant qu'il ne sera pas Otsutsuki. Tout ça pour dire que Sasuke sera vraisemblablement déjà mort au chapitre 81. Voici le clou final qui plongera Boruto dans la dépression que convoitait tant Momoshiki. En tout cas, on sait déjà qu'il s'en remettra grâce au flash forward. Celui qui prendra le relais du mentor une fois que Boruto aura repris le contrôle ne pourra être que Kashin Koji selon moi. Le mont Hokage semble être l'endroit de prédilection pour ses combats avec Kawaki. Ça rappelle Naruto et Sasuke qui se battaient toujours à la veille de la fin, là où se tenaient les statues des fondateurs et premiers Hokage du village. A l'inverse, Boruto et Kawaki se battront sur la statue du dernier Hokage. Comme Kawaki peut les sceller ou rapetisser les Jubi Freezer constitués uniquement de chakra, Code ne ferait pas le poids. La destruction de Konoha est selon moi réellement causée non pas par Code, mais par Kawaki lui-même. Certes, il adorait ce village, mais il aimait davantage Naruto et Boruto, et pourtant il se retrouve à essayer de les nuire. Ce sera sûrement Kakashi, que Ikemoto nous teasait depuis 3 ans, qui aura remplacé son ancien élève, entre-temps à l'image d'Hiruzen avec Minato. Pour conclure, j'imagine bien Amado venir en aide au jeune Uzumaki d'une manière ou d'une autre. Celui-ci pense comme tout le monde que c'est Boruto qui a les gènes d'Ishiki, et donc que c'est lui qui pourrait ressusciter sa fille. En bref, le chapitre 81 signera l'aube d'une nouvelle guerre entre le monde ninja et la suprématie Otsutsuki. Alors c'était une preview assez longue, en même temps là on avait 3 chapitres à plus ou moins résumer, analyser, mais j'ai bien aimé, franchement j'ai kiffé là ces derniers chapitres, c'était incroyable. C'était un plaisir de les lire et de les traduire avec vous le jour de leur sortie comme d'habitude. Je sais pas du coup si ce sera toujours possible de faire ces lectures maintenant que j'ai trop de boulot. Mais en tout cas, je vais toujours essayer de faire des vidéos, d'un peu suivre et d'avoir vos retours sur ces chapitres. Mais voilà, je suis très content, même si c'est bref, je sais pas combien de temps va durer mon retour sur YouTube, mais j'espère que vous l'êtes tout autant. Comme ça fait un petit moment que j'ai été absent et que l'algorithme ne va pas être très favorable vis-à-vis de moi, je ne dis pas non à un petit pouce bleu, des commentaires, enfin quoi que ce soit qui permette de mieux référencer cette vidéo, histoire d'aider la chaîne à remarcher comme elle fonctionnait avant. Et bref, je suis content du retour, j'espère que vous aimez, normalement il y aura des petites animations avec les avatars que j'ai dessinés. Bref, dites-moi tout ce que vous avez pensé de la vidéo en elle-même et des chapitres que j'ai analysés, de vos théories, bref, les commentaires sont là pour ça. Je vous dis à bientôt, mettez les notifications, abonnez-vous pour pas rater, parce que là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais vraiment essayer de bombarder. Et le plus important, profitez de la vie, allez bien, vous connaissez la chanson, observez, déduisez, partagez, à bientôt.